gros piliers pour qu'une box fonctionne, en vrai, il y en a plein. Déjà, le premier pilier pour moi, pour qu'une structure fonctionne, c'est que le dirigeant soit en accord avec ce qu'il prône au quotidien. Je m'explique. Il y a trop de gens qui sont drivés par quelque chose qui les fait pas transpirer, tu vois. Je prends un exemple, mais t'as le gars, par exemple, qui dit « Ouais, moi, je veux vivre ce qui nous fait gagner de l'argent, c'est les mecs qui viennent en cours, c'est monsieur et madame tout le monde, je suis là pour un aspect santé, bien-être, confort. » Mais en fait, lui, il s'entraîne 2 fois par jour et il fait des créneaux compétitifs et il est avec le free, tu vois. Donc en fait, si tu veux, il n'attire pas comme il devrait les gens qui sont là pour un aspect santé, tu vois. Et ça peut être l'inverse. T'as des gens qui sont là, ils sont pas du tout compétiteurs, ils sont pas machin, mais ils ont un tiers de leur box, c'est la zone free access. Le gars, il va vouloir faire sa brand plateforme, mission, vision, valeur, son code couleur, c'est ça, mais en fait, son code couleur, c'est un mix de ce qu'il avait aimé avec son ancien associé, puis sa femme, elle lui a dit quelque chose, etc. Et en fait, force est de constater que ça crée des fois des dissidences, tu vois. Donc déjà, le meilleur truc que vous pouvez faire, c'est, je pense, ouvrir quelque chose qui vous ressemble, soyez authentique, et les gens viendront et ne viendront pas pour les mêmes raisons. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Adrien Guillot, gérant de Human Blossom CrossFit, un groupement de 5 box. Adrien est un entrepreneur passionné du CrossFit. Son parcours inspirant nous montre comment transformer une passion en un business florissant. Voici les points clés à retenir de cet épisode. 1. Identifier et répondre à un besoin réel. Adrien a compris l'importance de répondre à des besoins précis dans le marché du fitness, comme la perte de poids ou l'amélioration de la condition physique. En 2. Développer un concept unique et authentique. Objectif, créer des méthodologies et des systèmes clés en main qui reflètent votre passion et votre vision. 3. Investir dans votre formation et votre accompagnement. Adrien insiste beaucoup sur l'importance de se faire accompagner par des mentors et de se former continuellement pour accélérer sa croissance. En 4. Délégation et structurer son entreprise. Il est important d'apprendre à structurer son business et à déléguer efficacement pour gérer plusieurs structures, plusieurs box, sans compromettre la qualité. Dernier point, utiliser des stratégies marketing authentiques comme le bouche à oreille et d'autres actions qui sont des leviers puissants pour attirer et fidéliser des clients. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Adrien. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui, je suis avec Adrien. Salut Adrien. Salut, merci de ton invitation, Andy. Merci beaucoup. Pour démarrer l'échange, est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, pour essayer d'être succinct, donc voilà, Adrien, entrepreneur dans le CrossFit, coach qui s'entraîne un peu plus que son planning ne l'autorise, mais qui reste quand même passionné de ça. Et puis voilà, j'étais dans le fitness avant. Voilà, donc je viens vraiment des gros clubs de fitness quand même au démarrage. Et puis c'est vrai que j'ai eu un problème de passion et de justesse dans ce qui était transmis pour les gens. Je trouvais qu'il y avait un problème et donc du coup, en tant que passionné de préparation physique, je me suis lancé dans le CrossFit et on a ouvert avec mon associé notre première box il y a 8 ans maintenant, donc en début 2016. Et puis on a poursuivi un petit peu notre chemin tranquillement et là on va ouvrir la 5e normalement en septembre. Voilà. Excellent, excellent. Le Adrien tout petit, c'était qui? Passionné de sport? Adrien tout petit, passionné de sport, non, mais mis dans le sport par la contrainte parentale, oui. Ok, ok. Ça s'est fait comment? Ça s'est fait comment? En fait, voilà, je pense que mes parents voulaient que je sois actif dans mon quotidien, donc ils m'ont mis à la natation. Et c'est vrai, quand j'étais petit, j'étais, je pense, le profil assez rêveur, tu sais, passionné des dinosaures, un peu
toujours à vouloir parler un peu en avance sur la partie parole et un peu plus en retard sur la partie physique. Tu sais, moi, je suis marché très tard, alors que j'ai parlé très très tôt. J'étais un peu plus comme ça. Et puis, je faisais la natation, si tu veux, dans un petit club, petit truc et tout. Tout était vraiment bien, mais j'y allais, on va dire, parce que c'était que du fun. Et Mhm. c'est vrai que, par exemple, pourquoi je dis dans la contrainte, parce que quand j'ai passé les 10 ans, en fait, je suis rentré en sport-études où j'ai fait que de la natation. Et là, c'est devenu que de la contrainte, en fait. Voilà. Ok. Et du coup, tu as été jusqu'où en natation? Donc, en fait, de mes 4 ans à mes 10 ans, je pratiquais dans un petit club. Et en fait, à l'entrée au collège, je suis rentré en sport-études. Donc, j'avais des emplois du temps Hmm. aménagés où on faisait que ça. Donc, moi, si tu veux, je finissais les cours à 11 heures. Je nageais, je mangeais avant. Je nageais tous les midis, plus 2 sessions le jeudi et les week-ends complètes. Et les stages, vacances, j'avais au moins une semaine sur deux de stages à chaque fois. Donc, c'était quand même. En natation, il y a du volume, en fait. Il y a du volume. Ouais, ouais, j'avais des amis qui étaient aussi à un bon niveau, où ils allaient le matin, le midi. Enfin, c'était Voilà, ouais, c'était des gros, gros volumes. Ouais. voilà, c'est ça. On dit que c'est un sport qui est kinesthésique, donc c'est vrai que tu vois, même les meilleurs nageurs, même courte distance, ils nagent 6 jours sur 7 en général pour avoir des sensations et tout. Après, moi, j'étais pas à un niveau extraordinaire. J'étais un bon gars de la région, tu vois, mais j'avais pas le mental à me mettre dans le trou. C'était très dur, et puis j'étais à un T'as niveau. quand même fait, sport études et tout, Ouais, donc t'étais quand même, enfin, t'étais, je pense, au-dessus quand même de la moyenne par rapport ouais, alors aux enfants évidemment, de bien ton âge, sûr. Par forcément. rapport ah oui, ben, bien sûr, voilà, j'étais par rapport enfin, au niveau lambda et tout, j'étais largement au-dessus, évidemment. Mais voilà, après, je nageais avec des gens qui allaient aux France, qui étaient champions de France pour certaines personnes dans leur catégorie. Et il y avait quand même une différence, tu vois. Moi, j'aurais jamais pu, tu sais, parce qu'on a souvent tendance à se dire avec des si on refait le monde. Ouais. Moi, par exemple, je suis assez sûr que au moment où je l'ai pratiqué, comment je l'ai pratiqué, avec ma vision que j'avais, même à mon âge, j'aurais jamais pu, tu sais, faire plus, beaucoup, aller beaucoup plus loin dans ce sport-là, tu vois. Ouais, c'est marrant parce que, alors moi, je suis issu du foot et alors j'étais pas un surdoué du foot au niveau football. Par contre, avec les connaissances aujourd'hui que j'ai sur la prépa et tout, je me dis quand même que j'aurais su ça à l'époque, j'aurais quand même été meilleur, surtout Ah, d'un bien point de sûr. vue, on va dire, athlétique. Donc voilà, il y a toujours ce truc de se dire, bon, ouais, c'est sûr qu'avec des si, on pourrait Bien forcément sûr, ouais. refaire plein de choses. Et du coup, ça se passe comment la natation? Tu arrêtes, il y a un moment charnière où tu Ouais. arrêtes? Comment ça Ouais, se passe? ouais, il y a un moment charnière où j'arrête. Le moment charnière où j'arrête, c'est que c'était tellement, si tu veux, dur que, en fait, je crois que je suis le dernier sixième qui est rentré dans la sport-études. Donc après, les troisièmes, comment je rentre en cinquième, ben, tu as deux ou trois troisièmes qui sortent du sport-études, ce qui rentre au lycée. Quand je rentre en quatrième, tu as ben, les troisièmes de l'année d'avant qui ressortent encore. Et en fait, il n'y a personne qui est rentré. La section s'est épuisée. Et puis, du coup, elle a arrêté naturellement parce qu'on n'était plus assez, en fait. Voilà, après, Ok. on était plus que 5, je dirais. Alors, quand je suis arrivé, on était quand même un groupe de 10-12, peut-être. Donc, ça s'est naturellement arrêté. Et c'est vrai que quand ça s'est arrêté, ça a été la plus belle libération que Hmm. j'ai eu, que j'ai jamais eue. Et puis, en fait, j'ai continué un petit peu parce que ma mère m'avait mis à tout ce qui était nageur-sauveteur, tu vois. Sauf que, voilà, pour l'anecdote, donc moi, je devais avoir, bah, je sais pas, quatrième, donc peut-être 13 ans, tu vois, ça, ouais, 13 ans. Et donc, je me retrouve à nager le soir à 20 heures avec des mecs qui ont 18, 22 ans, ou, voilà, ou des adultes, ou vraiment des gens fin lycée. Et je les explose, tu vois, parce que bah, eux, ils viennent en plus. Et en fait, moi, c'était très compliqué parce que, en fait, si tu veux, la natation, les gens le savent pas parce qu'ils s'en rendent pas compte. Mais en tout cas, moi, c'était vraiment, j'en ai un souvenir de cette époque un peu tu sais, à l'entraîneur de l'Ormanoudou, tu vois, où genre, tu fais un record et tu sors et ton entraîneur, il dit, vas-y, va te changer, tu vois. T'as pas forcément de. En gros, tu viens, tu fais ce Ouais. qu'on te dit, tu la fermes, tu nages dur, et tu sais pas trop ce que tu fais. Et quand tu réussis un truc, t'es pas forcément. Voilà, moi, je me souviens pas une fois où j'ai pu satisfaire forcément les gens de mon truc. Et puis, c'est tellement dur que, bah, mine de rien, tu rentres un peu dans ce système qui est un peu opaque où tu sais, les gens qui font de la natation, ils te bizutent un peu, tu vois. Genre, ça, c'est un truc, je me souviens. Enfin, en fait, si tu veux, les gens se rendent pas compte, mais tu te fais piquer tes affaires, on te les jette sous la douche, tu vois, il se passe plein de trucs comme ça. Donc après, toi, quand tu es en sixième, cinquième, ça t'arrive. Puis quand tu rentres en quatrième, troisième et qu'il y en a des nouveaux qui rentrent, bah, tu as le choix, en gros, quand tu es gosse, c'est est-ce que je vais rester
celui qui était victimisé. Est-ce que je vais faire pareil? Tu vois, en fait, c'est aussi simple que ça dans la tête d'un gosse. Et donc voilà, c'est un milieu qui était très dur à tout niveau. Et en vrai, moi, je regrette pas parce que ça m'a vraiment drivé sur la suite, sur diverses choses. Mais en vrai, c'était super dur, c'était bisuté, les entraînements étaient très durs. Et donc voilà, comme j'étais pas le meilleur, j'étais pas forcément. Donc voilà, donc c'était C'est quoi vraiment. les gros enseignements du coup que tu as retirés et aujourd'hui qui te servent en tant que chef d'entreprise? Les gros enseignements, c'est qu'il y a une phrase un peu pompeuse qui dit que quand on est, je ne sais pas exactement si la phrase elle est bonne, mais en gros, on dit que dans ta vie, Dieu connaît mieux les choix qui sont pour toi que toi-même, et que quand tu es enfant, tes parents connaissent mieux ce qui est mieux pour toi que toi-même. Et c'est vrai que moi, l'enseignement que j'en ai retiré, c'est qu'en fait, j'aurais eu envie d'arrêter peut-être 2 semaines après mon entrée en section natation. Et puis c'est vrai que mes parents, sans non plus être hardcore, tu vois, ils m'ont laissé un peu là-dedans. Et puis, oui, quand ça s'est arrêté, c'était une libération. Mais ça a quand même fait naître en moi ce tempérament que j'ai acquis après, tu vois, de quand même rageux, de mec qui ne veut pas abandonner. Donc, ça, voilà, quand même, merci à eux. Ça Merci me à eux. conforte, ça me conforte sur l'idée parce que j'ai deux petits gars qui sont encore enfin, très jeunes, le dernier. Et j'ai voilà, tu vois, c'est ma hantise que mes enfants ne s'entraînent pas, prennent pas soin de leur santé, etc. Donc, j'ai aussi ce rôle en tant que papa un peu de les pousser Mm. par rapport à ça. Donc, voilà, ça Ouais. conforte l'idée que, voilà, c'est, c'est un peu l'idée que j'ai aussi par rapport Mais bien sûr. Et à tu les sais, moi, pousser à un moment donné. la même chose que toi avec ma fille là en gym, qui a 8 ans, donc là, qui est en gymnastique compétition, tu vois. Et tu sais, si tu les laisses, en fait, ils ont, je sais pas, ils ont une période de trou, tout va bien, tu vois, et là, ils ont une période de trou d'une semaine. Donc, une semaine, c'est les vacances, t'es à la maison, tu t'amuses un peu plus, tu te lèves un petit peu plus tard. Ben après, ils veulent plus aller à la gym, en fait. Ouais. Puis après, ils veulent plus ça. Et en fait, c'est parce que tous ces sports-là, tout ce qui est devenu un peu difficile, c'est tellement moins attractif qu'avant. Tu prends, il y a quelques générations, tu vois, j'en discutais souvent avec les anciens, mais par exemple, je sais pas, enfin, toi, t'as quel âge, Andy? 43. 43, donc tu es un petit peu plus âgé que moi, mais donc du coup, en fonction, je sais pas, de la relation que tu as avec, je sais pas, tes grands-parents, s'ils sont encore là, ou même tes parents. Moi, je discute avec mon grand-père, par exemple, tu lui dis, voilà, eux, l'école, c'était la vie. Le sport, c'était la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben, si tu vas pas à l'école, tu travaillais. Tu travaillais. Mmh. Tu allais à la ferme, tu as les trucs, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas, vas-y, je fais ma vie, en fait. Donc là, ben, un gosse, ben, le matin, il se lève, tu sais, il a un petit peu la télé, le soir, il a la télé, il a les moments un peu simples, on est Ah, vachement. on est dans un confort extrême aujourd'hui, hein. Je veux Ouais, c'est dire, ça. même si effectivement la vie est dure, machin, tout ce Eh qu'on oui. entend, c'est quand même, enfin, ouais, ouais, si on revient à l'époque de nos grands-parents, ça devait pas être drôle tous les jours, quoi. Mais exactement. Et donc, l'attractivité des trucs qui paraissent chiants aujourd'hui, c'était, enfin, je veux dire, aller à l'école, Aïe, à l'époque, c'était le Netflix, quoi, tu vois. Faire du sport, c'était ta aïe. soirée au cinéma, popcorn, bonbons glucidiques. Et donc, voilà. Et c'est vrai que moi, ce que j'essaie de voir avec ma fille, c'est que, par exemple, tu vois, c'est toujours difficile. Donc, moi, je la pousse un petit peu. Mais quand bien même, quand ils font quelque chose qui est un petit peu plus dur, quand ils le font, parce que les gosses se mettent quand même très vite dedans, quand elle finit, elle a quand même ce mindset de t'es hyper fier parce qu'en fait, quand tu fais des trucs de merde simples que tout le monde est capable de faire, ben en fait, t'es pas bien. Parce que quelque chose de simple que tout le monde est capable de faire, ça te fait un pic de satisfaction qui est hyper simple. Et là, tu vois, quand elle fait un bon entraînement alors qu'elle n'était pas du tout opérationnelle pour le début, elle sort, enfin, elle est transformée, quoi. Donc voilà, j'essaie d'être un peu là-dedans, en ayant bien sûr le juste milieu, tu vois, c'est pas non plus OK. le bâton, hein, vas-y, etc. Voilà. Donc ça m'a inculqué ça, quoi. OK. Et suite à ça, tu te diriges vers quelles études ou toi, ton Euh, objectif? Est-ce que c'était clair pour toi ou au contraire, c'était non. assez flou? Non, hyper flou. Moi, j'ai toujours été très mal à l'école. J'ai pas aimé une seule. Franchement, je me souviens pas avoir été une seule fois épanoui dans ma scolarité. Voilà, il y avait beaucoup de trucs à apprendre par cœur. Moi, j'aimais pas ça parce que c'était des trucs qui me plaisaient pas. Euh, les choses où il fallait réfléchir, je sais pas, j'étais pas à l'aise en vrai de vrai. Franchement, j'ai jamais été trop bien. Après, j'ai toujours réussi sans travailler. J'ai jamais fait le moindre truc. Après, j'ai pas réussi. Tu sais, ouah, le mec, il a dit, je te vends pas du rêve, à dire ouais, j'ai des bonnes notes sans travailler. C'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours réussi. Alors que tout le monde pensait que j'arriverais pas parce que je faisais rien en fait. J'étais vraiment pas passionné par ce que je faisais. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que grosso modo, après le sport-études, donc j'arrête complètement le sport, tu vois, limite, je deviens gros, je fais plus rien, je joue à l'ordi, je découvre une passion dans World of Warcraft et tous ces trucs-là. J'ai été vraiment drivé par ça pendant des années.
Et puis après, bon, bah, tu vas rentrer au lycée, et là, tu te regardes dans la glace et tu dis, bon, bah, frère, tu ressembles quand même en fait, à Patrick dans Bob l'éponge. Va quand même falloir faire quelque chose, tu vois. Et excessif que je suis, je me mets à la muscu, en gros. Ok. Et puis après, pendant le lycée, j'ai navigué entre muscu, pas de sport. Pour moi, la muscu, c'était la vie. Tu vois, on n'avait pas trop ce drive physique de produits dopants. Tu vois, c'était vraiment que l'entraînement. Moi, je regardais du pumping iron, je regardais tous ces gars-là parce que j'ai été passionné. Même si c'était pas du tout ma génération, j'ai été passionné par ce truc-là, par les films Rocky, tout ça. Donc ça m'a. Ouah, j'étais là, putain, ce mec-là, je veux lui ressembler et tout. Et d'ailleurs, on parle de mindset, et c'est là aussi, je parle un peu de ce truc-là, parce que je pense qu'on parle là, c'est là que tu vois toute la différence avec les héros de maintenant. C'est que moi, j'ai été quand même vachement drivé par ces trucs-là, et en fait, c'était des héros qui ne devenaient pas des héros par la génétique ou par l'opération du Saint-Esprit, tu vois. Mm. C'était pas genre Spider-Man, j'arrive, je suis piqué par une araignée, je suis trop fort. C'était des mecs, en fait, ils s'entraînaient, ils devenaient les meilleurs, ils perdaient, ils s'entraînaient, ils perdaient, ils s'entraînaient, ils gagnaient, tu vois. Donc on était vachement, moi j'étais vachement dans ce truc-là. Si tu veux réussir quelque chose, faut travailler, quoi. Voilà. Donc ça, j'ai quand même eu la chance. Alors tu vois les générations de maintenant, bon ben t'es tort, t'as un physique de dingue, mais t'as jamais rien fait pour l'avoir. T'es Spider-Man, t'es piqué, etc., etc., etc. T'es Mm. Iron Man, en fait, t'es né sur intelligent, et j'en passe, et j'en passe. Donc on était, voilà, j'étais vachement quand même dans ce mindset-là. Et puis au niveau des études, moi je suis rentré en S biochimie, microbiologie pour être après soit laborantin, soit pour ceux qui sont un peu vénères, qui font des études dans la recherche. Moi, ça m'a pas plu du tout. Donc après, j'ai bifurqué, je suis rentré en STAPS. Ok. Et donc, en fait, j'ai fait le DUG. Donc, j'ai fait la première année et j'ai mon équivalence DUG, donc plus 2, mais j'ai abandonné en cours, en fait. Et après, j'ai pris une année sabbatique avant de rentrer dans ma vie active, où je me suis retrouvé par la suite passionné par le fitness et tout ça. Ok. Et du coup, la passion du fitness, bon, tu l'avais découvert à travers la muscu, mais comment tu t'es plongé dedans du coup? Alors, comment ça s'est passé succinctement? En fait, donc je prends une année sabbatique après mon abandon de STAPS. Je mets ça sur des relations. Enfin, je mets en fait un petit peu en tant qu'adolescent, mais le fait que j'abandonne sur, tu sais, des soucis un peu perso, tu vois, en gros, le mec qui se trouve des excuses. Même si j'en étais persuadé à l'époque, avec du recul, je pense que ça m'arrangeait bien, tu vois. Et puis, en fait, si tu veux, je me mets à travailler, tu vois, je fais des mini-jobs et en fait, je me rends surtout compte de ce que je veux pas faire, tu vois. Et en fait, j'ai un mini truc qui m'a donné un déclic, c'est que je passe des tests et je me retrouve dans un truc qui s'appelle le Media Post, où en fait, tu distribues des prospectus. Mm. Et donc, je vois, bon, j'arrive, on est 50, ils vont en prendre deux, je fais les sélections, machin, ils demandaient que des trucs cons, mais bon, je me dis comment il peut y en avoir 48 qui sont éliminés, tu vois. C'était genre des additions, vraiment, c'était une folie. Je me retrouve à être sélectionné, et là, en fait, ils me donnent plein de prospectus, ils me disent, voilà, ça correspond à 10 heures de travail, donc toi, tu seras payé 10 heures, je mets, je crois, 35 heures à les distribuer, et je suis payé 10, tu vois. Et quand je les distribue, j'arrive dans la rue et je vois des gosses qui se moquent de moi et tout, genre, enfin, tu sais, collèges, ah, lui, il fait ça, et ça. Et là, je me dis, mais merde, mec, je peux pas faire ça. Donc, je tiens une semaine, j'arrête, et après, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et je trouve cette histoire du BP muscu, en fait, voilà, simplement. Donc, je postule, je pose des CV directs, et donc, j'ai la chance de rentrer dans une structure qui existe encore, qui s'appelle Waterform, dans laquelle je vais pour Mm. déposer un CV muscu. Et donc là, quand il me voit, il me prend en entretien. Et donc, il me dit, ah putain, vous êtes nageur, c'est rare, donc moi, j'aimerais que vous passiez le BP à quoi? Et je lui dis, ben non, moi je veux faire muscu. Donc il me dit, ok, ce qu'on fait, c'est que vous faites fitness. L'année d'après, vous faites muscu. L'année d'après, vous faites à quoi? Et donc, bon, moi je dis, ok, vas-y, ça marche. Et je me retrouve à être lancé dans fitness. Et juste pour info, je participe à un cours de body step, donc pas là où il faut que ce soit chorégraphié. Et je sors de STAPS où j'ai fait beaucoup de muscu et tout. Et je fais un cours de body step. Et je te jure que c'est vrai, je me tape 7 jours de courbature aux jambes, mec. Et là, je me suis dit, mais gros, franchement, t'es vraiment une lavette. Il y a Géraldine, 55 ans, Annie, 30 ans, Gérard, en fait, 45 ans à côté, qui te pulvérisent, ils sautent partout, ils ont rien, tu vois. Donc ça, c'était quand même un problème. Attends, je te laisse 2 secondes. Les gars, je vous laisse faire comme chez vous, parce que je suis en visio, ça marche, bonjour. Donc en gros, voilà un petit peu comment ça s'est passé. Et puis, donc je passe un premier diplôme fitness. Et en fait, en interne, je deviens passionné. Je Ok. monte un petit peu les grades. Je commence à kiffer les Smiths. J'adore le body attack. Et mon objectif, du coup, change puisque je veux être athlète pro chez eux. Et je découvre une vraie passion. Et puis à l'époque, c'était vraiment la fleur d'âge de tout ça. Donc voilà, je continue un petit peu là-dedans. Et Donc, puis, pro-instructeur, etc., pour devenir ouais, traîneur, des choses bah, comme ça? c'était mon goal. C'était mon Ouais. goal. Donc dans attaque et combat. Ok. Et puis, du coup, j'ai commencé. Alors, je ne sais plus exactement à quel grade j'étais. Je devais peut-être être. Je ne sais plus les grades. Bref, ça remonte un peu. Tu sais, c'était il y a 10 ans.
Et donc après, en interne, si tu veux, je passe aussi donc 2 autres diplômes avec une passion en muscu, en préparation physique et en aquatique, je passe parce que moi, je suis maître nageur aussi, du coup. Ouais, ok. Et en fait, je fais à peu près la même chose que ce que je voulais faire chez les Smiths, mais en interne avec Waterform pour l'aquatique. Donc là, du coup, j'ai la chance de quand même former des clubs et de partir un peu à droite à gauche partout en France pour former des plus ou moins gros centres de fitness qui ont une piscine, etc., etc. Et globalement, ma route, comment elle a croisé le CrossFit, pour être rapide aussi là-dessus, mon goal était d'être athlète pro chez les Smiths, mais mon employeur, qui voyait que j'étais très très bon dans l'aquatique, avait plutôt des objectifs liés à ça pour moi, choses dans lesquelles je me suis engouffré et puis j'étais plus passionné en fait. Je faisais du bon boulot, mais j'avais ce paradigme Mhm. interne où j'étais pas bon, j'étais pas bien, tu vois, j'aspirais à plus. Et puis j'ai découvert le CrossFit et ça a été un peu une révélation et j'ai voulu me lancer là-dedans. Voilà. Ok. Et entre le moment où tu découvres le CrossFit et tu montes ta première box, il se passe combien de temps et ça se fait rapidement? Alors moi, j'ai un de mes profs qui est pendant ma deuxième année de BP, donc pendant mon BP muscu, donc alors je suis en 2011, peut-être en 2013, je découvre le CrossFit, mais genre de très très loin, tu vois, avec un espèce de Rich Froning qui vient de faire son premier truc, et mon prof qui me dit, regarde, il y a des kettlebells, c'est super stylé, et on n'arrivait pas à faire un Turkish Get-Up à 24 kilos, c'était le challenge à faire, tu vois. Et l'année d'après, en gros 6 mois après, je me dis, mais c'est incroyable. Donc, je vais essayer à Besançon chez Hugues, qui lui était un des premiers à avoir ouvert. Je teste là-bas et en fait, je me fais déchirer, quoi. Et je me dis, ouais, c'est ça que je veux faire. Et j'avais pas forcément de plan d'entreprise précis. Je me voyais pas faire un truc forcément gigantesque. Je me voyais juste faire ce qui me plaisait. Et en fait, moi, j'ai toujours eu du mal à suivre un peu les choses parce que j'ai toujours ma façon de faire, mes envies. Alors, je suis quelqu'un de très collaboratif, mais même quand je collabore, des fois, ça n'empêche pas qu'au fond de moi, j'ai des fois peut-être envie de faire autre chose ou je vois toujours ce que je peux optimiser. Et j'avais envie depuis très jeune d'entreprendre. J'avais d'ailleurs proposé des choses à mon ancien patron à l'époque. J'avais déjà voulu me lancer dans l'immobilier quand j'étais jeune. J'ai toujours eu cette âme un peu d'entrepreneur. Et même pour revenir à l'époque un peu de World of Warcraft, tu vois, moi, j'étais toujours chef de guilde, machin. J'ai toujours aimé un peu ce truc-là. Voilà. Mhm. Ouais, bien sûr. Donc voilà, j'étais vraiment dans cette optique-là. Et la création de ta première box se fait comment? Ça se passe comment? Ça se passe bien. Après, en mode ninja, hein, je suis parti, j'allais de papa, on était en 2015, j'avais pas de thunes, j'ai vendu ma voiture pour avoir 5000 balles d'apport. Ok. Mon papa m'a prêté 5000 euros, donc moi je me suis retrouvé avec 10 000 euros de capital. Et donc, juste pour vous dire, hein, ceux qui hésitent à se lancer, donc moi j'avais 23 ans, j'avais pas spécialement d'argent, j'allais de papa, et donc voilà, mon père m'a prêté 5000 euros, j'ai vendu ma voiture pour avoir donc 6 000 euros, j'ai pris les 5000 pour avoir 10 000, et je me suis laissé 1 000 euros de côté où j'ai pris une autre voiture à 100 euros par mois. Donc je m'étais laissé 10 mois avec cette voiture et je verrai comment ça allait se passer. Et l'ACRE et le NACRE, je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, moi, ça m'a permis juste d'avoir en fait 700 euros par mois pendant 10 mois. Mhm. Et puis, je m'étais laissé 10 mois avant de me verser un salaire. Donc, tu vois, loin de la plupart des honneurs couvrent en se disant j'ai le chômage pendant 2 ans. Moi, j'avais 10 mois. Et pendant 10 mois, j'ai gagné 700 euros par mois avec une petite maison et ma fille qui allait naître. Et donc, mon associé qui est venu aussi, donc qui lui avait mis aussi 10 000 euros de capital. Mais c'est quelque chose voilà, lui, il aurait pu ouvrir aussi tout seul, moi aussi tout seul. Mais on était ensemble. Donc, vraiment, voilà, on a démarré comme ça. Et donc, on a ouvert vraiment comme deux guerriers. C'est une époque où il n'y avait pas forcément bah, tu sais, trop de. C'était pas comme maintenant, le CrossFit, c'est connu, les banques, etc. Et alors, il y avait une première vague déjà qui était passée, vraiment les pionniers, tu sais, 2011, 2015, vraiment, enfin 2011, 2014, c'est les mecs qui ouvraient juste avec leur argent dans un garage. Moi, je venais quand même des clubs de fitness, donc à la base, je voulais faire un projet beaucoup plus grand avec des cours de fitness, du CrossFit, voilà, qui au final s'est retrouvé restreint à juste faire du CrossFit. Et le seul local dans lequel on a eu accès, c'était un local éclaté parce que les gens, en fait, ils veulent pas vous suivre, surtout à l'époque, tu vois. Donc, on s'est retrouvé dans un local éclaté dans lequel on a fait énormément de travaux. Et puis, on a lancé comme ça, sans rien y connaître, quoi. On y allait avec juste, voilà, j'y connaissais rien en entreprise, rien en compta, J'étais passionné, je maîtrisais bien mon sujet, j'avais de la tchatch et j'ai toujours bien pitché les banques et tout, et ça s'est fait comme ça, voilà. Est-ce que, avec le recul, là, depuis pratiquement 10 ans, du coup, euh, est-ce que tu referais la même chose si tu étais dans ce cas de figure-là, ou ceux qui nous écoutent et qui sont dans cette optique de vouloir monter bon, une box, un studio, enfin n'importe quel type de business?
Après, on dit qu'on apprend beaucoup plus de ses erreurs que de ses victoires, certes, mais je trouve qu'on apprend quand même de ses victoires quand on refait quand on refait une défaite derrière, parce qu'en fait, tu te dis, en fait, j'avais réussi en faisant ça, donc pourquoi je reproduis pas tout simplement ce qui marche? Moi, la chose que je ferais différemment, et encore, je suis pas si sûr que ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de moyen d'être accompagné, mais en fait, j'essaierais d'être accompagné pour gagner du temps. En fait, c'est ça surtout, parce que voilà, moi, je prends cet exemple. Alors, je suis pas en train de faire ma pub en disant ça, mais je vous l'explique quand même. Moi, aujourd'hui, j'accompagne des fois des personnes qui veulent ouvrir ou qui ont déjà ouvert, etc., sous forme un petit peu de conseils d'entrepreneurs, etc. Donc, c'est que du one-to-one, pas des trucs, on va dire, un peu bateau et tout. Et c'est vrai que d'être avec quelqu'un qui a déjà fait toutes les erreurs, d'être avec quelqu'un qui a déjà recruté, qui a déjà renvoyé, d'être avec quelqu'un qui connaît mieux son business ou d'être accompagné par quelqu'un qui est au-dessus de son niveau à soi, ça fait gagner du temps de façon importante. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. J'ai fait des erreurs dans les travaux, j'ai fait des erreurs en comptabilité, j'ai fait des erreurs pour le recrutement, j'ai fait des erreurs pour les licenciements, j'ai fait des erreurs en ressources humaines, j'ai fait des erreurs en développement. J'ai essayé une multitude de choses qui ont marché, une multitude de choses qui n'ont pas marché. Donc elles n'ont pas marché pour des raisons, elles ont marché pour d'autres raisons. Ça ne veut pas dire que ce qui n'a pas marché, c'était pas forcément lié à moi ou autre, ou des raisons externes, mais en tout cas, voilà, être accompagné par quelqu'un qui est au step que j'aimerais faire, c'est quelque chose de très très bien. Et moi-même, tu vois, j'essaie d'être accompagné et d'inspiré par des personnes qui sont au-dessus de moi au niveau du business. Parce qu'en fait, quand quelqu'un réussit, on peut dire ce qu'on veut, une des métriques quand même de la réussite, finalement, d'un business, c'est quand même à la fin ce qui reste dans les caisses, tu vois. Et qu'on le veuille ou non, on est quand même dans un système capitaliste et on n'est pas des associations. Et donc, c'est vrai que quand quelqu'un réussit à un niveau de business meilleur que toi, moi, je pars du principe qu'il faut mettre un peu son ego dans sa poche et se dire, OK, qu'est-ce que cette personne-là, qu'est-ce que ce gars-là, qu'est-ce que cette meuf-là fait de stylé que moi, je n'ai pas compris, que je n'arrive pas à faire, et est-ce qu'elle peut m'apporter quelque chose, tu vois. Donc, moi, j'essaie d'être vraiment dans cette optique-là, en fait. Bon, ça, c'est une grosse. Bon, on en parle souvent dans le podcast, mais c'est une. Enfin, moi, je me rends compte pour discuter avec pas mal de professionnels, soit des personal trainers, soit des propriétaires, des owners ou autres. Investir de l'argent pour à la limite, pour faire des formations techniques, c'est OK. Par contre, investir de l'argent pour être un meilleur chef d'entreprise, pour développer son activité, c'est pas inné en soi, j'ai l'impression en France ou autre. Donc, tu as raison de le souligner, quoi. En fait, c'est simple, c'est parce que les gens, ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Parce que quand tu investis dans quelque chose de palpable, donc tu achètes un éco-bike, tu achètes un PC ou tu achètes une formation pour un de tes employés, en fait, c'est beaucoup plus rassurant. Parce que quand tu investis sur, OK, je vais faire une formation où je vais apprendre ça, donc je sais pas, typiquement, je me forme sur Canva pour faire des visuels, ou je me forme pour faire ci, ou j'ai investi tant d'argent dans ce truc-là pour être coaché, en fait, tu investis dans toi-même. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu réussis, c'est toi qui récoltes les lauriers, mais si tu réussis pas, c'est ta responsabilité. Alors que quand tu achètes ton éco-bike, il est devant toi, tu le regardes, tu peux en faire, tu peux le donner à ton adhérent et tout ça. Et moi, c'est vrai que j'ai été là-dedans pendant pas mal de temps, mais regarde, pour te donner un ordre d'idée qui ne date pas plus tard que hier soir, moi j'ai une chaîne YouTube à côté qui s'appelle Keep the Pitch où je fais du contenu, tu sais, sans prétention et tout, quelques grosses vidéos, quelques vidéos un peu plus petites et tout, mais force est de constater que ma chaîne, elle explose pas. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ben, ce que je fais, c'est pas en fait à la hauteur d'une progression. C'est pas là, oui, le CrossFit c'est une niche, machin, etc. Peut-être, mais quand même, il y a des gens qui arrivent très très bien. Donc pas plus tard que hier soir, moi là, je vais rentrer en cursus de formation pour être formé sur YouTube et je vais tout reprendre à zéro. Donc j'accepte en fait aussi de cette thèse du 100% responsable, de dire Oui, que mais toi, tu as fait le chemin. Bon, déjà, avec, à travers ce que tu nous as partagé, déjà, au niveau du mindset, tu es câblé, franchement, différemment des autres déjà et tu as compris, tu vois? La difficulté, c'est de le faire comprendre effectivement à la grande majorité où, à un moment donné, oui, il y a pas d'autre choix et c'est sûr que souvent on me dit: «Ah ouais, mais moi j'ai envie de faire des erreurs moi-même, pour apprendre». Mais en fait, c'est ça qui est un peu, moi j'aurais aimé à l'époque avoir des personnes qui soient, qui ont qui ont traversé mes problématiques et qui me permettent d'accélérer et d'aller beaucoup plus vite dans le processus, quoi. Certes, tu bien sûr. pourras et peut-être éventuellement y arriver et encore, c'est peut-être
Mais surtout, c'est que tu oublies que tu vas perdre énormément de temps. Et en plus de ça, à la finalité, c'est qu'à la fin, tu vas perdre énormément plus d'argent que si tu avais investi à un instant T maintenant, quoi. Ben, bien sûr, voilà. Et puis après, si on parle un peu de notre cas spécifique à nous, les owners ont, dans la globalité, un problème de mindset qu'on rencontre beaucoup moins dans le fitness, en fait. Beaucoup moins dans les gérants de salles de fitness. Ouais, Parce que mais les parce qu'il y a, gérants de il y a salles... beaucoup d'investisseurs, enfin, il y a aussi des Voilà, investisseurs dans le fitness, et c'est pas du tout, ils ont pas, ouais, c'est pas, c'est ça. les owners de CrossFit, c'est souvent des passionnés, un peu comme à l'époque, je revois un peu à l'époque des premiers clubs de fitness où c'était des mecs qui faisaient du culturisme et qui adoraient le body et entre guillemets, ils montaient leur petite salle de musculation, c'était des passionnés, quoi. Mais en termes de business, c'était plus compliqué. Ben, je pense que le modèle aussi CrossFit, comme il a été fait il y a quelques années, c'était aussi un peu ça, quoi. Mais bien sûr, tu vois, là, par exemple, moi, je discute avec plein de owners et tout. Ah ouais, ouais, vas-y, mec, comment on fait ça et tout, c'est stylé. Ok, bah écoute, vas-y, là, ça va te coûter ça. Ah ouais, ok, bah vas-y, je vais gérer moi-même parce que si. Le truc, c'est quoi? C'est que, regarde, en fait, prends un exemple concret, mais ils sont toujours dans le mindset. Encore une fois, je généralise pas et c'est pas un problème en soi, mais comprenez bien que vous pouvez faire le switch. Ils sont dans le mindset de OK, ben là, vas-y, si je fais le cours moi, je vais économiser ça. Si j'ouvre qu'à 16 heures, je vais économiser 3 heures d'un auto-entrepreneur, puis dimanche, c'est un peu plus cher. Donc en fait, c'est un super mindset économiste, c'est très bien. Mais en fait, essayez de vous dire OK, où est-ce que je peux dépenser de l'argent pour en créer plus? En fait, quand as voulu créer ta box, tu as voulu qu'il y ait du monde dedans. Donc, pourquoi te dire, OK, bah, je vais ouvrir tel jour, pas les après-midi, pas les dimanches, je vais pas doubler les cours parce que ça coûte cher, mais OK. Le mindset, c'est je vais ouvrir les cours le dimanche, je vais doubler les cours pour qu'il y ait du flux et je vais faire ce qu'il faut pour remplir les créneaux, tu vois. Ça, c'est un truc moi, ça me dépite à chaque fois, tu vois. Nous, on a essayé plein de choses. Là, on travaille des fois avec des prestataires externes, on en a recruté, on est 16. On a des gens en interne qui essaient des choses. Bah oui, en fait, il y a des gens que j'ai pris, j'ai perdu de l'argent, grave, bien sûr. Ça, c'est clair. Mais bon, l'avantage, c'est que si des fois on peut travailler ensemble, je vais te dire, bon, je ne te dis pas que ça va pas marcher, mais peut-être que si tu essaies ce chemin-là, il y a des chances que tu te brûles les ailes, donc essaie peut-être plutôt ce chemin-là. Et donc c'est vrai que je pense que ce changement de mindset, alors ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser de façon incontrôlée, évidemment. Et ça ne veut pas dire que faire des économies à des moments donnés, c'est pas très intéressant. Mais il ne faut pas driver que par une chose. Il faut savoir faire les deux et puis comprendre aussi que quand tu entreprends, c'est une sinusoïde. Il y a des fois, tu vas burner un petit peu d'argent et puis quand tu as burné un petit peu d'argent, ben là, tu vas faire des économies et ce que tu as essayé de faire, ben là tu vas rentrer dans tes frais. Il y a énormément de boîtes qui réussissent, qui ont des moments en fait où elles ne gagnent pas d'argent et après ils stabilisent les coûts, quoi. Voilà. C'est quoi, toi, ta philosophie? Bon, tu nous as parlé du CrossFit. Après, le CrossFit, tu t'appropries le nom CrossFit et tu y mets à l'intérieur ce que tu veux dans ta structure, dans ta box. Est-ce que, voilà, Day One, tu as démarré avec la même philosophie que tu as dans tes autres, enfin, dans toutes tes box aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a eu justement, voilà, est-ce qu'il y a eu du changement, des réflexions par rapport à tout ça? Ouais, ouais, il y a eu plein de changements. Il y a eu plein de changements. Moi, quand j'ai ouvert, c'est vrai que j'avais déjà cette idée d'entreprendre. Je venais des gros clubs de fitness, donc j'avais quand même une perception de ce que je voulais, de ce que j'allais faire, qui était complètement erronée de ce que j'ai réussi à faire. Tu vois, je Par voyais des gros par rapport à clubs, quoi? Ouais. beaucoup de rentabilité, plein de services, etc. Mais en fait, quand tu démarres, faut accepter de tout faire avec ta bite et ton couteau, comme on dit. Donc au début, bah, tu fais tout toi-même et tu sais, voilà, toi, tu es là au début, tu veux déjà une voiture de fonction, tu te dis, vas-y, je vais recruter quelqu'un qui va gérer ça et moi, je vais faire les cours et après, j'aurai quelqu'un qui fera le ménage et tout. Et en fait, 3 semaines après ouvert, ben, en fait, tu recrutes personne, tu fais le ménage, tu t'entraînes, tu fais la prog, tu fais la compta, tu fais tout. Donc il faut accepter ça. Et puis, moi, c'est vrai que j'ai toujours été assez humain, assez dans le recrutement, dans toutes ces choses-là. Je dis pas que je le suis plus aujourd'hui. Je dis juste que moi, si je devais vous donner une notion que j'ai comprise et on va dire, je l'ai compris par coup de déception, c'est qu'en fait, quand tu es chef d'entreprise, cette espèce d'idéologie démocratique, elle est très limitante. Et en gros, les réunions où tout le monde donne son grain de sel et machin, etc., ben, en fait, bien forcé de constater que bien souvent, c'est éclaté. Et qu'en fait, quand tu veux faire un navire qui tient la route, il faut qu'il y ait un capitaine.
Donc oui, il faut laisser quelque chose de transversal pour les équipes. Oui, il faut demander leur avis. Oui, personne ne sait mieux que celui qui fait. Donc si vous êtes exempt des cours, demandez vraiment aux techniques, demandez vraiment à la personne qui fait la compta, si vous avez quelqu'un qui fait la compta, comment ça se passe. Mais comprenez que c'est à vous de driver les choses et qu'on n'a pas toujours besoin d'être dans un système démocratique. Et donc moi maintenant, on est des fois un peu plus drastique qu'avant sur certaines choses parce qu'on prend de l'ampleur, mine de rien, même si on reste une TPE, qu'on est à plusieurs endroits, que les équipes sont pas toutes pareilles en local. Et qu'en fait, une décision imparfaite mais prise vite est des fois bien meilleure qu'une décision parfaite prise trop tard. Voilà. Donc c'est plutôt ça que j'ai compris. Je pense que c'est surtout là-dessus que j'ai changé, quoi. Ok. Après, le business model de tes box, elles sont axées sur quoi? Du groupe? Enfin, la répartition de ton chiffre d'affaires, c'est plus du groupe? Est-ce que tu as développé du coaching one and one? Est-ce que tu as de la nutrition? Comment ça s'organise chez Alors, toi par rapport à ça? nous, c'est hyper simple. Par exemple, souvent, quand je discute avec des honneurs, ils me disent, voilà, putain, nous, on fait ça pour les produits annexes, nous, on fait ça et tout. C'est très bien. Et bien souvent, ils sont meilleurs que nous là-dessus. Mais pour moi, aujourd'hui, dans notre modèle économique, c'est une cerise sur le gâteau. Moi, quand je donne des chiffres de ma box, c'est le chiffre des adultes triés qui payent chaque mois. Et je compte pas les enfants, et je compte pas les progs, et je compte pas les services annexes, et je compte pas ta cousine, ton cousin, ma mère, et je compte pas le militaire qui est en suspension, et je compte pas celui à qui j'ai fait une réduction parce qu'en fait il a fait du placo chez moi. C'est des vrais adhérents triés. Et on vit, nous, de ça. Et ce qui vient en plus, c'est très bien. Mais aujourd'hui, on a quand même cette notion de MVP, donc le produit le plus viable chez nous avec le maximum de maîtrise. Et donc, on essaie quand même aujourd'hui d'axer notre énergie sur ce qui nous fait vivre. Moi, j'en vois, bah, la box, elle est très belle, c'est parfait, l'accueil, il est bien rangé, le matériel, il est tout neuf, mais mec, t'as 50 adhérents, en fait. Donc, est-ce que c'est mieux ça ou est-ce que c'est mieux une box où c'est le bordel et puis où tu as 300 adhérents et c'est le foutoir dans les plannings? Ok. Le mieux, c'est les deux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être capable aujourd'hui de concentrer sur son énergie sur ce qui marche le mieux. Et nous, ce qui marche le mieux, c'est monsieur et madame tout le monde qui viennent faire du crossfit et qui viennent d'être en forme et en santé et s'amuser. Notre modèle économique, c'est ça. Tu vois. Comment tu as fait justement pour aller chercher cette cible-là? Elle est venue naturellement à toi par rapport à ce que tu dégageais, par rapport à ce que tu as sans doute mis sur les médias sociaux, ou tu as justement travaillé très dur pour avoir ce type de profil de personne? En fait, on a eu deux étapes. Je pense que quand tu es tout seul, propre chef dans ta structure, tu peux sur ta brain personne et sur ton énergie faire des choses très bien. Par exemple, quand moi je suis tout seul avec mon associé dans une structure, bah oui, on avait plus d'adhérents. Oui, il y avait une meilleure ambiance. Oui, il y avait peut-être encore un peu plus d'événements. Oui, c'était plus facile de vendre des progs et tout. Mais en fait, être chef de une box ou en ouvrir une deuxième et en avoir 5, c'est pas pareil. Donc en fait, c'est vrai qu'au début, quand tu fais du multisite, c'est toujours un peu compliqué psychologiquement parce que quand tu ouais, Adrien, c'est moins bien parce que tu es pas là, oui, c'est moins bien. Mais en fait, il faut être capable, je pense, d'accepter ça et de donner les moyens en fait à ton équipe qu'elle soit largement meilleure que toi. Moi, mon rêve aujourd'hui, c'est que quand je viens dans une box, les gens me connaissent pas forcément et puis me demandent plus jamais sur les cours. Si j'arrive à ça, c'est que voilà, c'est très très bien et force est de constater que ça commence à être pas mal, quoi. Donc voilà, en fait, je pense qu'on a eu des cheminements. Et puis, moi, je suis quelqu'un je peux avoir, en gros, je change pas de valeur, mais je change d'idée et plein de fois. C'est-à-dire que moi, ce que je te dis là, peut-être que dans un an, je serai plus du tout d'accord avec ça. Mmh. Et ce que je pensais dur comme du béton il y a 2 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, pas forcément, tu vois. Il faut quand même être capable d'avoir une flexibilité d'esprit et puis se souvenir que, pour moi, il y a une phrase très simple, c'est que si tu es déjà très très bon pour maîtriser les fondamentaux, tu seras déjà meilleur que la plupart des gens autour de toi, quoi. Toi, tu as choisi, enfin, vous avez choisi, du coup, vous êtes 2, l'association. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Souvent, on me pose la question: «Est-ce qu'il faut que je m'associe? Est-ce qu'il faut que je Mhm. démarre seul?» Ça a été Ouais. quoi votre réflexion personnelle à vous 2? Alors, plusieurs choses. Moi, je t'avoue que je pense aussi bien pour moi que pour lui, on est quand même bien tombé parce que bah, ça se passe très très bien, tu vois, même 8 ans après. Là, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui, voilà, on a des désaccords des fois au quotidien, on a un mindset qui est un peu différent, mais tu vois, quand c'est dur, il est là, quand c'est dur, je suis là.
Et même si on n'est pas toujours d'accord, en vrai, globalement, genre, c'est très très bien parce que humainement, il y a une confiance aveugle, tu vois. Moi, par exemple, je sais qu'en mon associé, j'ai confiance de façon complètement détachée sur le financier, sur plein de choses. Donc là-dessus, c'est vrai que ça donne un confort qui est vraiment, vraiment agréable. Maintenant, sur l'association, aujourd'hui, il faut quand même vous dire un truc, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas qu'une vérité. Tu peux être un excellent solopreneur et tu peux être un solopreneur qui fait faillite. Tu peux avoir trois associés et faire une boîte qui fait faillite, comme tu peux avoir trois associés et avoir une boîte qui rayonne. Tu peux avoir juste un associé. Enfin, en fait, il y a pas de, il y a pas de juste, enfin, de scénario, on va dire, fixe. Néanmoins, je pense qu'il est primordial de sélectionner avec énormément d'attention votre associé. Parce qu'en fait, moi, si tu me prends aujourd'hui avec mon associé, c'est encore pire que si on était en couple. Tu vois, sur l'aspect financier, etc., nous, on fait pas mal de choses. On a des CI à côté, on a la holding, on a machin. Voilà, on a tout 50-50. Donc, aussi bien lui que moi, aujourd'hui, on a quand même des enjeux importants à ce niveau-là, quoi. Voilà. Quels sont les éléments justement pour ceux qui nous écoutent, quelles sont les choses importantes? Je suppose que chacun a ses propres missions pour pas, parce que si vous avez les mêmes missions chacun, vous allez un peu vous marcher dessus. Je pense que vous avez peut-être au fur et à mesure driver ça et puis chacun, voilà, toi tu t'occupes de ça, moi je m'occupe de ça et comment ça fonctionne chez vous? Alors nous, ben oui, on a quand même notre champ d'action. Même si aujourd'hui, comme on reste quand même une TPE, ça arrive des fois de marcher un petit peu sur les pieds de l'autre, mais de la bonne façon, tu vois. Mais on a quand même notre champ d'action et encore une fois, c'est quelque chose qui a évolué énormément de fois. Moi, il y a des choses que j'adorais faire avant, que je n'aime plus faire maintenant parce que je me lasse très vite. Il y a des choses dans lesquelles je pense que je suis bon, mais que je déteste faire, etc., etc. Et puis, on va essayer de jouer sur les forces et les faiblesses des uns et des autres. Maintenant, je pense que le plus important quand vous sélectionnez un associé, c'est déjà de voir le niveau d'implication quotidien que vous allez avoir avec. Est-ce que ça va être votre ami? Est-ce que ça ne va pas l'être? Est-ce que c'est purement professionnel? Comment est cette personne quand elle gère un conflit? Quelles sont ses forces et ses faiblesses? Quelles sont mes forces et mes faiblesses? Et bien souvent, les gens sélectionnent mal les associés parce qu'en fait, ils s'évaluent eux-mêmes assez mal. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué. Ouais, moi, je suis plutôt rêveur, j'aime bien entreprendre. Mais en fait, quand tu connais le mec, il n'est pas si rêveur que ça, il n'aime pas trop entreprendre que ça. C'est plutôt un pragmatique qui aime bien avoir ses week-ends, tu vois. Et l'inverse peut être vrai aussi. Le Mmh. gars est là, ouais, moi, j'adore les process, je suis quelqu'un d'organisé. Mais en fait, quand tu fouilles, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas si processisé que ça et puis qui est des fois un peu borderline, tu vois. Et bien souvent, on a énormément de mal à s'évaluer soi-même. Donc moi, ce que je vous conseille de faire déjà, c'est de vous faire évaluer. Donc il y a plein d'outils par rapport à ça. Il y a des outils comportementaux, il y a des outils de comment on est, quel état d'esprit on a. Vous pouvez aussi vous faire évaluer par les 5 personnes les plus proches qui sont autour de vous en leur demandant tout simplement de vous qualifier en 3 mots, pas N+, pour vous donner un peu le type de profil que vous êtes. Et après, vous croisez ça un petit peu avec comment vous êtes quand il y a des conflits. Et là, ça va déjà vous driver un petit peu sur le type d'associé que vous voulez avoir. Est-ce que, tu vois, demain, tu es quelqu'un de plutôt dominant, bah, tu as peut-être besoin d'être avec quelqu'un de créatif qui, lui, justement, a un peu de mal sur les relations humaines où tu vas pouvoir gérer les choses. Ou inversement. Donc voilà, sachant que quand on est un entrepreneur, à mon avis, qui réussit, je pense qu'il est important, on a des affinités, mais il est important d'être capable d'avoir de la flexibilité. Tu peux être créatif, mais il faut quand même que tu saches, dans une moindre mesure, même si tu sais que c'est pas ta force, appliquer des process. Tu aimes bien déléguer les choses, mais il faut quand même que tu sois quelqu'un qui arrive bien à suivre. Tu peux être quelqu'un qui aime bien les process, mais tu dois quand même essayer, en fonction de la situation, bah, de créer un peu des choses et d'être moteur sur certains points. C'est hyper important de ne pas être cantonné, je pense, à une case. Excellent. Et quand est-ce qu'on se pose la question de: «J'ai une box, j'en monte une deuxième» ou quelle était votre réflexion pour passer de 1 à 2? Alors, moi, ça a été tôt, hein, en fait, ça a été tôt, et moi, on est très, très loin de ce que j'aurais voulu faire. C'est aussi pour ça que je commence à avoir d'autres trucs pour me stimuler un petit peu, comme YouTube, comme aussi accompagner des dirigeants et cetera. Donc, j'ai pas mal de nouveautés à venir. Mais nous, ça s'est posé assez vite et puis on a eu les freins financement, il y a eu un peu de freins avec le Covid et tout. Et là, maintenant, nous, on voulait pas diluer notre boîte parce qu'à un moment, j'ai cherché à lever des fonds. On avait accroché quand même un petit fonds et tout, mais ça n'a pas forcément pu aboutir.
Et donc aujourd'hui, nous, on finance tout entre guillemets, nous-mêmes, avec nos partenaires From bancaires, scratch, etc. ouais. Ok. Voilà, c'est ça, tout en interne. Et puis, on a aussi une stratégie de pérennisation, parce que là, on est en train d'acquérir les murs de chacune de nos structures. C'est l'objectif. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Mais la question, elle s'est posée, je peux même pas te dire, elle s'est posée assez vite. Moi, j'ai une vraie passion pour l'entrepreneuriat et j'ai une vraie passion pour ce qui doit être un peu violent. Donc moi, par exemple, c'est vrai que si un jour je pouvais ouvrir une boîte qui lève des fonds, qui est dans le stress et elle a 10% de chance de réussir, ça me plairait pas mal. Donc voilà, on essaie de mixer un peu les deux, passion, entrepreneuriat, et puis ce système-là un peu. Mais voilà, aujourd'hui, on est sur un rythme de croisière, entre guillemets, où on y va étape par étape, année après année. Qu'est-ce qui change, pardon, entre une box et deux box? Le métier, c'est plus du tout le même. 100% différent. Genre, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu peux pas donner des cours dans les deux box, tu peux pas faire des événements dans les deux box, tu peux pas mettre l'ambiance dans les deux box. Donc, si t'es pas processisé, si tu sais pas recruter, si tu sais pas déléguer certaines choses, si tu sais pas cramer un petit peu d'argent, Est-ce c'est que vous compliqué. avez splitté du coup associé 1 box numéro 1, associé 2 box numéro 2 ou- Ouais, alors on a fait ça à un moment donné, mais là, avec l'ouverture de la cinquième et puis peut-être une sixième prochainement, ça commence à être un peu différent. Moi, aujourd'hui, j'ai, à partir, justement, pour rien te cacher, je suis en train d'automatiser tout mon travail. Donc, en fait, moi, je vais pouvoir driver tout le monde, entre guillemets, en fait, avec mon ordi et mon téléphone, tu vois. Ok. Entre guillemets, évidemment. Ça m'empêche pas de faire des gros événements, de m'entraîner et tout, mais s'il y a un événement, enfin, tu vois, puis nous, là, entre, par exemple, là, avec la prochaine box qui ouvre, entre notre siège social et la box, il y a 800 bornes. Ouais. Donc, tu vois, je peux pas en fait faire les open là-bas le vendredi, la semaine d'après je fais les open, ben, tu vois, ça devient compliqué. Donc aujourd'hui, oui, on a quand même un champ d'action de gestion, mais on a les box qui vont être en croissance et on a les box qui doivent rester sur un format plutôt linéaire. Donc on va pas forcément chercher à croître, mais on va essayer juste de maintenir un petit peu des acquis et pousser un peu la qualité de ce qui est fait simplement. Voilà. Donc oui, on a notre champ d'action respectif. Mais on a quand même, moi je vais quand même avoir un chapeauté, on va dire un peu à distance, les process, les choses comme ça. Et mon associé, des fois, il est quand même un peu plus sur le terrain en ce moment, en tout cas. Et donc, on a trouvé un bon équilibre comme ça, quoi. C'est quoi les gros piliers selon toi pour qu'une box fonctionne? Hmm, ça va, Clara? Les gros piliers pour qu'une box fonctionne, en vrai, il y en a plein. Déjà, le premier pilier pour moi, pour qu'une structure fonctionne, c'est que le dirigeant soit en accord avec ce qu'il prône au quotidien. Je m'explique. Il y a trop de gens qui sont drivés par quelque chose qui les fait pas transpirer, tu vois. Je prends un exemple, mais tu as le gars, par exemple, qui dit, ouais, moi, je veux vivre ce qui nous fait gagner de l'argent, c'est les mecs qui viennent en cours, c'est monsieur et madame tout le monde, je suis là pour un aspect santé, bien-être, confort. Mais en fait, lui, il s'entraîne 2 fois par jour et il fait des créneaux compétiteurs et il est avec le free, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, il n'attire pas comme il devrait les gens qui sont là pour un aspect santé, tu vois. Et ça peut être l'inverse. Tu as des gens qui sont là, ils sont pas du tout compétiteurs, ils sont pas machin, mais ils ont un tiers de leur box, c'est la zone free access. Le gars, il va vouloir faire sa brand plateforme, mission, vision, valeur, son code couleur, c'est ça, mais en fait, son code couleur, c'est un mix de ce qu'il avait aimé avec son ancien associé, puis sa femme, elle lui a dit quelque chose, etc. Et en fait, force est de constater que ça crée des fois des dissidences, tu vois. Donc déjà, le meilleur truc que vous pouvez faire, c'est, je pense, ouvrir quelque chose qui vous ressemble, soyez authentique et les gens viendront et ne viendront pas pour les mêmes raisons. Ça, c'est important que vous le compreniez, je pense. Donc voilà, pour moi, la première chose, c'est d'être quand même aligné avec ce qu'on fait. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis la deuxième chose, c'est de bosser, quoi. Faut bosser, les gars, hein. Tu vois, à un moment donné, mec, moi, là, je passe mon temps à essayer de regarder. En tout cas, j'ai trouvé que j'étais tellement pas assez productif. Donc là, en ce moment, et c'est vrai qu'avant septembre, je suis en train de réorganiser 100% de mon travail et de mon quotidien pour essayer d'être le plus productif possible. Voilà. Donc le deep work, les gars, fermez Insta, tout ça, concentrez-vous. Même, enfin voilà, c'est hyper important, je pense. Ok. Et où est-ce que vous voulez aller avec votre associé? C'est quoi? C'est genre monter 50 structures? C'est quoi la vision? Nous, la vision pendant le Covid, c'était d'ouvrir 10 structures supplémentaires en 3 ans. Donc, on devait passer à 13, en fait. C'était l'objectif. Étalé sur 3 ans. Sachant que nous, on ne franchisse pas, en fait, puisque je rentre au capital avec chaque personne qui veut ouvrir un projet avec moi.
Donc en fait, on devait chercher des porteurs de projets, les former, tout internaliser sur ce on attend des process Human Blossom. On lui apporte énormément de choses. Donc d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent ouvrir une box, qu'ils n'hésitent pas à me contacter s'ils sont un peu perdus. C'est des choses qu'on peut faire. Et en fait, on internalise tout. Donc le gars, il est formé sur les cours, il est formé sur tout. On a un peu une forme de coopérative. Donc lui, il va finalement, l'un dans l'autre, il va faire beaucoup d'économies, que ce soit comptable, financière, matériel, application, référencement Internet, site Internet. Et au quotidien, après, on a des emplois clés qui travailleront avec lui. Marketing digital, community manager, ressources humaines notamment, informatique aussi pour les gestions quotidiennes, tu vois. Donc, on a quand même 4-5 emplois clés qui travaillent en fait à fond avec la personne. Donc ça, c'était notre goal. En gros, l'objectif qu'on voulait à humble échelle et tout, c'était de se dire, ben, on essaie d'être leader en francophonie. Après, ça veut tout et rien dire parce que oui, aujourd'hui, on va avoir 5 box, mais par exemple, si on prend quelqu'un comme Daniel Chaffet, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, lui, il a peut-être que 3 box, mais tu prends CrossFit Louvre, juste une de ses box, c'est comme s'il en avait 8, tu vois. En fait. Parce que c'est une structure où voilà, ils ont 1500 adhérents à 150-200 euros par mois. Tu vois, c'est des grosses boutiques quand même, tu vois. Donc, il y a aussi des gens, voilà, même, je sais pas, vers Marseille, Toulouse, etc. Il y a des très beaux entrepreneurs dans le milieu du CrossFit. On n'est pas assez à mon goût. Mais nous, on avait cet objectif-là. Et là, aujourd'hui, mon objectif, il est un peu différent, puisqu'on fait des autres choses à côté, mais mon objectif, c'est de continuer la croissance de ce qu'on aime bien, et puis surtout emmener les porteurs de projets solides avec moi aussi longtemps que possible, parce que maintenant, les gens que je fais rentrer chez moi, en fait, je les forme et je les associe, donc je m'associe avec eux. Et donc, quand je m'associe avec quelqu'un, je veille à mettre quelqu'un qui est solide. Donc lui, on lui apporte beaucoup, mais lui aussi nous apporte beaucoup, et en fait, on essaie d'être dans un cercle vertueux où on redistribue pas mal de choses, quoi, voilà. Donc notre objectif, là, pour l'instant, c'est du court terme. C'est 2 grandes lignes, c'est devenir propriétaire d'un maximum des fonds, des murs de nos structures. Et puis là, normalement, le goal, c'est une box en septembre de cette année et une autre en janvier de l'année prochaine. Voilà. Au niveau ressources humaines, tu es plus salariat, CDI, plus indépendant, les deux. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Ma vision, elle est, encore une fois, elle a un peu évolué. Moi, j'étais vachement sur le fait de pouvoir salarier des gens parce que pour eux, dans ce métier-là, c'était un peu la sécurité. On les faisait aller avec nous et tout. Force est de constater que le salariat, c'est bien, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans un milieu où on dégage forcément un cash flow de dingue. Donc, tu ne peux pas forcément payer aussi bien que ce que tu aimerais les gens. Tu ne peux pas les emmener forcément aussi loin que ce que tu aimerais et tout. Donc, j'ai envie de te dire que c'est un modèle hybride. Aujourd'hui, on a des salariés, on a des apprentis, on a des auto-entrepreneurs. Ça dépend l'endroit de la structure, la taille de la structure et la façon dont elle a d'être gérée. Parce que nous, on a une harmonie. Mais on a aussi quand même, tu vois, des process qui vont nous permettre que chaque gérant de structure puisse aussi appliquer son métier comme il l'aimerait. Moi, par exemple, j'ai un gérant d'une box à un endroit, un gérant d'une box à un autre endroit. Nous, on met 5-6 outils à disposition. Il ne tient qu'à lui de les utiliser. Celui qui ne les utilise pas, il a 150 adhérents, ben, il a un niveau de récompense et de performance qui est lié à ça, parce qu'il est incentivé sur ses récompenses. D'un autre côté, l'autre, il a 300 adhérents, il utilise les 5 outils, il a envie de faire des CDI ou autre, il l'utilise de cette façon-là. Ok. Et au niveau com, est-ce que tu as des choses à partager ou des choses qui ont fonctionné pour tes box? Ouais, ça va le son, ça te dérange pas trop parce que Non, j'ai des c'est adhérents. bon. Non, c'est bon. Non. Ouais, pas mal de choses à partager. Les gars, restez concentrés sur les fondamentaux, marketing digital, machin, tout ça, c'est très bien, mais ça viendra après. Les fondamentaux, qu'est-ce que c'est? Des bonnes actions dans votre box, du bouche à oreille stylé, des actions bien organisées, une implication de votre équipe et de vous-même dans le fait de ramener des gens. Ça va déjà faire le taf. Ensuite, focalisez-vous sur un site internet et un contact qui est beau et qui est facile. Et après, rentrez dans les trucs exotiques du marketing digital, etc. Nous, on fait de tout. Hein. On fait du SEO organique, on fait du marketing digital, on a internalisé nos campagnes, on essaie de faire du suivi, des rappels, voilà, on fait pas mal de choses. Mais force est de constater que le vrai truc, le bouche à oreille, ça marche bien. Si les gens ils sont contents de ce que vous faites et ils sont contents de ce qu'ils ont chez vous, ils vont kiffer en fait venir et ils seront contents de partager. Ils font pas de l'aquagym en fait. Donc quand ils font du crossfit, ils rentrent chez eux, ils ont l'impression d'être un peu des super-héros. Donc qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Ils ont envie d'en parler autour d'eux. Donc à chaque fois qu'il y a un nouvel adhérent chez vous, ben, il a de la famille, il a des amis, il a des enfants. Il a des collègues, il a des cousins, des cousines. Donc en fait, si vous êtes bon, vous ramenez du monde. Voilà. Mais ça, c'est à vous de le faire.
Si vous ne le faites pas, c'est pas vos coachs qui vont le faire pour vous. Si vous n'êtes déjà pas le rôle modèle de ça, voilà. Mais donc, privilégier, selon moi, ce type d'action sera bien plus un retour sur investissement qui est bien meilleur. En termes d'onboarding client, tu as testé fondation, pas de fondation, tu as fait des coachings individuels. Comment est-ce que tu as testé plusieurs choses, toi, de ton côté? Ouais, nous, on a enlevé très vite les fondations. On a enlevé très vite les fondations parce que le problème, c'est quoi? C'est que les gens, quand ils viennent, ben, les fondations, tu laisses un créneau fixe, mais les gens viennent, ils peuvent avoir que 2 fois par semaine quelque chose, donc ça ne correspond pas sur l'horaire, etc. Les fondations, des fois, c'est bien pour se rassurer, mais quand tu as un bon coach, pour moi, tu peux prendre une séance d'essai à un cours normal. Alors, encore une fois, c'est septembre, si tu as 7 essais sur un cours, voilà, ben là, ça va peut-être déranger, par exemple, les gens qui sont déjà là. Donc, à la limite, nous, on réfléchissait plutôt à remettre des créneaux peut-être de fondation pendant les mois phares, donc peut-être en septembre ou en janvier. Mais dans mon année, il n'y a pas de fondation. Les gens, ils peuvent venir quand ils veulent sur le planning, on s'occupe d'eux et on s'occupe très bien d'eux. Ok. Comment tu fais pour continuer, toi, à progresser, Adrien? En CrossFit ou dans l'entrepreneuriat? Bah, dans le CrossFit, je pense que tu t'entraînes, mais dans l'entrepreneuriat? Comment je fais? Écoute, je sais pas, c'est très difficile à dire. Moi, par exemple, j'ai un planning quand même, tous les jours, j'étudie un peu. Donc, j'apprends des choses chaque semaine, avec des périodes où je pousse fort sur des choses et des périodes où j'occulte complètement ce que j'ai fait. Donc voilà, moi, je pense que ça vient de l'apprentissage et les idées, ouais, j'ai pas d'idées, etc. Mais les idées, c'est quelque chose qui se cultive et qui vient en fonction de ce que vous faites. Donc, donc voilà, moi je vais plutôt être dans cette optique-là. Et puis en vrai, j'apprends tout simplement en essayant d'atteindre mes objectifs parce que comme j'ai quand même des objectifs assez poussés et que je veux y aller, ben, en fait, apprentissage très simple, hein, Pavlov, stimulus, erreur, réussite. Erreur, je me fais taper sur les doigts, réussite, je sabre le champagne. Donc j'apprends plutôt par mon leitmotiv quotidien et puis le fait que j'étudie. Sur le terrain, quoi. Ouais, c'est ça en vrai. Franchement, ouais. Et est-ce que tu as des ressources à nous partager, je sais pas, des livres, des podcasts? Je sais pas si Ouais. tu. Ouais. Ouais, alors moi j'ai mes immuables hein, chaque semaine. J'ai beaucoup de choses que j'écoute, mais j'essaie de pas avoir trop de temps d'audition, j'essaie de pas avoir trop d'écoute et j'essaie de pas trop lire de livres parce qu'en fait tu te retrouves à être quelqu'un qui emmagasine de l'information mais qui passe jamais à l'action. Mais moi dans mes immuables déjà j'écoute un podcast qui s'appelle Sans permission, que vous connaissez peut-être, voilà, qui est vraiment cool avec plusieurs entrepreneurs que j'aime bien. Ils invitent toujours des gens de tous les bords différents et ça donne pas mal d'idées. Il y a une chaîne qui est là, après c'est un peu spécial, c'était pas fan d'entrepreneuriat, il sort pas beaucoup de vidéos, mais voilà, je recommande plutôt en chaîne secondaire, ça s'appelle Business Impact ou Paradox Business. Voilà. Ça, c'est vraiment les chaînes que je regarde, on va dire, chaque semaine. Voilà, après, j'ai plutôt des périodes où je vais apprendre énormément sur la préparation physique. Là, en ce moment, j'apprends énormément de choses sur l'hybrid training. Il y a quelques temps, ben là, comme je t'ai dit, je vais rentrer dans un cursus où je vais apprendre beaucoup de choses sur YouTube, comment performer sur YouTube, etc. Mais il y a quelques temps, j'ai appris pas mal de choses sur le marketing digital, j'ai appris voilà, pas mal de choses différentes. Dites-vous bien que si vous faites 23 minutes par jour sur un sujet pendant un an, à la fin de l'année, vous serez plus expert que la plupart des gens qui vivent déjà de ça. Donc voilà, 23 minutes par jour, ben, en fait, c'est le temps que la plupart d'entre vous font de GoWod. Donc voilà, ton petit temps sur GoWod, si ta priorité c'est de faire marcher ta boîte, ben, choisis un sujet et puis ponce-le. Et puis après en lecture, c'est vrai qu'en ce moment, S'il y a un livre qui t'a marqué, toi? ouais, il y en a plein, il y en a Il y en a plein, plein? il y en a plein. Il y en a deux que je te citerai là comme ça. En fait, il y a le livre de Netflix, No Rules, One Rule, je crois, un truc comme ça. Ouais. Une règle, il n'y a pas de règle. Après, apprendre avec des pincettes, nous on l'a réadapté dans notre boîte à notre façon. Et puis il y a un livre aussi, ça c'est plus pour moi, d'ailleurs je vais le relire dans pas longtemps. C'est un gars qui s'appelle Jean de la Roche-Brocard qui travaille pour en fait Xavier Niel dans son fonds d'investissement. Et en fait, Human Machine, non? ouais, voilà, ça, Human Machine, exactement. Moi, il était simple à lire, tu vois. Et pour mon quotidien, mon organisation, c'était très bien. Surtout que moi, j'étais un peu désorganisé, donc j'en avais besoin et je dois le relire parce que quand tu penses maîtriser les fondamentaux, c'est qu'il est temps d'y revenir. Donc vraiment, ces deux livres-là sont très très bien. Voilà, moi je vous conseille déjà de commencer par ça. Si vous n'êtes pas un grand lecteur, bah, mettez-vous un Audible quand vous faites votre zone 2, quoi, voilà. Tu continues à t'entraîner beaucoup?
sur Ouais. le CrossFit, ouais. Là, je reviens d'une compète en team élite à mon humble niveau où je me suis rendu compte 33 ans cette année et que j'étais tout simplement à la place que je méritais, donc 17e sur 24. Donc c'est toujours appréciable d'être dans les catégories les plus relevées de compétition intermédiaire. C'était les 57 Throwdowns. C'est pas une petite compétition, c'est pas les plus grosses non plus, mais c'est déjà un bel événement. Et forcé de constater que ben voilà, hein, je m'entraîne un peu trop par rapport à mes objectifs professionnels. Donc là, je prends un petit peu de reste et je me recentre sur quelque chose d'un peu plus gérable en termes de rythme et qui va épouser un peu plus mon lifestyle et mon quotidien. Voilà. Ouais. Et bon, je n'ai pas parlé de CrossFit, il y a pas mal de polémiques en ce moment. Toi, ton avis par rapport à ça? Sur le prix de l'affiliation ou sur les Ouais, graphes, sur tout ce qui s'est passé là depuis voilà, l'éviction de Glassman, voilà, tout ce qu'il y a eu depuis pas mal d'années maintenant. Écoute, Eh, moi, eh, je suis très critique et à la fois très quand même fédérateur sur tout ça parce que il y a beaucoup de honneur. Ouah, ça augmente, machin, ça. Oui, ok, d'accord, mais 4500 balles, finalement, ça reste quand même pas si cher que ça. Ben, tu sais, là, les gars, moi, quand j'aurai 6 box, tu fais le calcul, hein, 6 fois 5, 30, allez, on a 30 000 hors taxes par an. Voilà, c'est l'apport que la plupart n'ont même pas mis pour ouvrir leur première box. Donc ça commence à faire mal. Après, faut ton level 2, des level 2 à chaque structure. Voilà, quand moi, je vais lâcher 50 000 balles par an, enfin, je sais pas, 40 000 euros par an pour l'affiliation, oui, c'est vrai qu'on se pose des fois la question. Maintenant, ils essaient de faire des choses. Moi, je trouve que le staff de CrossFit France est très, très bien. Maintenant, c'est vrai qu'on a. Moi, il y a quand même un truc que je me demande, c'est pourquoi il n'y a encore pas, tu vois, une espèce de némésis au CrossFit qui est sorti, tu vois, avec une espèce de grosse force de frappe de quelqu'un qui essaie tout simplement de reprendre tout ce qui ne va pas aujourd'hui. Donc, en fait, en faisant pratiquer le sport CrossFit, donc ils appelleraient autrement, et puis en mettant tout ce qui va pas aujourd'hui pour les affiliés, tu vois, un accompagnement business, oui, peut-être qu'ils rétrocéderaient une partie de leur chiffre d'affaires, mais il y aurait un accompagnement business, un accompagnement financier, communicatif, etc., etc. Donc c'est vrai que je me suis posé cette question, c'est vrai qu'on s'est dit, ouais, pourquoi pas, on tenterait peut-être de faire ce truc-là et tout, mais aujourd'hui, il se rendrait à l'évidence qu'on est quand même, en fait, on est trop petit, je pense, pour ça, et c'est vrai que ça fait un énorme step d'entreprise. ouais. Mais bon, voilà, ils essaient quand même de développer des outils, aller sur leur site, hein, il y a beaucoup d'outils un peu marketing aussi qu'ils ont mis en place. Mais c'est vrai que je comprends que la plupart d'entre nous, on a connu quelque chose il y a 8 ans, 8-9 ans, qui n'a pas changé. Le prix augmente, la façon de faire à la Texane en Europe, ça va pas très bien, c'est toujours un peu mal pris, tu vois. Salut les gars, c'est comme ça, si vous n'êtes pas contents, niquez vos races. Ouais, ça, on a un peu de mal, nous, chez nous. Mais bon, voilà, forcé de constater que, bon, voilà, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Au niveau sportif, je trouve que cette année, c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont fait. Le fait de pouvoir venir sur un système qui ressemble un peu aux Regionals d'avant. Bon, là, il y a un peu des débords avec l'écart. Je pense qu'on est arrivé à la limite de ce que peuvent donner des judging vidéo pour des quarts de finale d'athlètes professionnels. C'est mon ressenti, tu vois. Je pense qu'on pourrait faire mieux. Puis en plus, sur la mode américaine, ils sont capables de faire plein de trucs super sympas avec des compétitions, un vrai circuit professionnel, tu vois, au type tennis, type golf, type les courses automobiles, type, je sais pas, les rodéos, tu vois. Ils ont un espèce de circuit pro. Tu as des espèces de phases pour rentrer dans les circuits pro. Et quand on est les circuits pro, ben, tu as aussi des phases qui te donnent des points. Et en fonction des points, tu accèdes à des niveaux plus ou moins élevés. Donc, je pense qu'on pourrait commencer à mériter d'avoir un vrai circuit professionnel de notre activité. Et puis voilà. Et il y a CrossFit qu'on a aussi un peu. Les marques en ont aussi un peu marre de CrossFit. Je pense que ça les freine aussi un peu. Le fait qu'ils aient à chaque fois, tu sais, qu'ils veulent tout centraliser, tu vois, un seul sponsor, etc. Donc, ça empêche tes athlètes de monter parce que quand tu arrives aux Games, tu peux pas porter tes affaires Ouais. Nike. Tu peux pas, tu vois, tu dois porter ce qu'ils ont. Donc, en fait, si tu veux, pour CrossFit, peut-être qu'ils ont un sponsor, ok, c'est bien, mais pour l'hégémonie de la marque, des athlètes, pardon, c'est pas. Je pense que ça limite beaucoup les sponsors. Ça va? Et il y a beaucoup d'athlètes que je fréquente comme ces derniers temps qui préfèrent même maintenant, tu vois, aller sur des compétitions type les Rogues ou autres que même aller aux Games, tu vois. Mm. Donc, à voir un peu ce que ça va donner ces prochains temps. On va, mon gros. Yes. Bon, bah, il y a du monde qui arrive, je vais te laisser. Ouais, L'Irox, tu as développé ouais, nous, on l'a mis dans Ouais. nos box. On l'a mis dans Ouais. nos box. Très cool, très très cool. Hausse de chiffre d'affaires, zéro. On a personne qui est venu à la box et qui fait que de l'Irox. Mais on a des gens qui font l'Irox et c'est une nouveauté. C'est sympa, en vrai. Top.
Eh bien, merci de tout ton partage. C'était un Avec plaisir plaisir. et félicitations une nouvelle fois. Merci. Pour ceux qui sont intéressés justement, où est-ce qu'on les dirige? Alors, ben, pour ceux qui sont intéressés, simple. Donc là, il y a mon Instagram, c'est Le Connetable. Donc Leconnetable avec un tiret du bas. Vous allez me trouver facilement. Vous pouvez m'écrire. Je réponds, je pense, assez bien, même si des fois, je peux mettre un peu de temps à répondre. Après, j'ai une petite chaîne YouTube sans prétention qui se rapproche doucement des 4000 abonnés. Donc, ça s'appelle Keep the Pitch. Et à la rentrée, normalement, entre juin et septembre, on va certainement faire une nouvelle chaîne qui s'appellera Le Connetable, avec une personne qui va travailler à temps plein dessus avec moi. Et donc là, on va faire que des grosses vidéos. Donc là, vous verrez les box en immersion, vous verrez la partie business avec un peu plus de précision, vous verrez un jour dans la vie de plein d'athlètes, de plein de bourgs différents. Et donc, je vous utilise un petit peu là-dessus, mais ça va être cool, avec un objectif partage et tout ça, quoi, voilà. Bon, bah, je mettrai de toute façon les liens dans l'épisode. Merci Adrien, merci tout le monde en Merci tout cas Andy, au d'avoir plaisir. suivi tout ça. Et puis au plaisir de venir Bon, WODer chez toi ou bah, quand tu veux, de ouais, te voir t'es en pas très physique. loin, toi, en plus, je crois. Ouais, je suis à Dijon, moi. Voilà. Tu vas venir au French? Normalement, ouais. Ouais, ouais. Ok, ben, peut-être qu'on t'enverra un message, on se verra là-bas, je crois. Yes, avec plaisir. Bon, Eh bah ben, super. merci Merci à Adrien. toi. Et Allez, puis à très vite. à très Salut tout vite. le Salut monde. Andy. Bye. Ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.